Page 38 de Victor Hugo par Alfred Barboux. Il prit ses inscriptions de droit et quitta la pension pour venir habiter avec sa mère, qui, depuis le changement de position de son mari, mis en demi-solde, avait dû, par économie, abandonner l'appartement de la rue du Cherche-Midi pour un logis plus modeste situé au 3e étage du numéro 18 de la rue des Petits-Augustins. Les années 1819 et 1820 furent sans doute les plus remplies, les plus laborieuses, les plus ardentes, les plus décisives de la vie de Victor Hugo. Amour, politique, indépendance, chevalerie et religion, pauvreté et gloire, études opiniâtres, lutte contre le sort en vertu d'une volonté de faire, tout en lui apparut et grandit à la fois à ce degré de hauteur qui constitue le génie. Tout s'embrasa, se tordit, se fondit intimement dans son être, au feu vulcanien des passions, sous le soleil de canicule de la plus âpre jeunesse, et il en sortit cette nature d'un alliage mystérieux où la lave bouillonne sous le granit, cette armure brûlante et solide, à la lame brune et sombre, vraie armure de géant trempé au lac volcanique. Sa passion pour la jeune fille qu'il aimait avait fini par devenir trop claire aux deux familles, qui, répugnant à unir un couple de cet âge et sans fortune, s'entendirent pour ne plus se voir momentanément. Il a consacré cette douleur de l'absence dans une pièce intitulée « Premier soupir », une tristesse douce et fière y est empreinte. Il s'adresse à elle. « Sois heureuse, ô ma douce amie. Salue en paix la vie et jouis de tes beaux jours. Sur le fleuve du temps mollement endormi, laisse les flots suivre leur cours. Bientôt tu peux m'être ravi. Peut-être, loin de toi, demain j'irai languir. Quoi, déjà, tout est sombre et fatal dans ma vie. J'ai dû t'aimer, je dois te fuir. » Ce qu'il n'a pas dit, et ce qu'on n'a pas le droit ici, et ce qu'on a le droit ici que d'indiquer, c'est la fièvre de son cœur, durant ces années continentes et fécondes, qui lui inspirèrent son premier volume d'odes royalistes et religieuses, odes et ballades. On sait comment son royalisme lui était venu, quant à la religion, elle lui était entrée dans le cœur par l'imagination et l'intelligence. Il y voyait, avant tout, la plus haute forme de la pensée humaine, la plus dominante des perspectives poétiques. Le genre de monde qu'il fréquentait alors et qu'il accueillait avec toutes sortes de caresses, entretenait journellement l'espèce d'illusion qu'il se faisait à lui-même sur ses croyances. Mais le fond de sa doctrine politique était toujours l'indépendance personnelle et le philosophisme positif de sa première éducation, quoique recouvert des symboles catholiques, persistait obscurément dessous. Une petite note 1. Biographie Rabe. Victor Hugo, loin de renier ce passé, a déclaré lui-même dans une des rééditions de son premier volume de poésie qu'on peut, avec un orgueil légitime et une conscience satisfaite, montrer ses odes royalistes d'enfants et d'adolescents à côté des poèmes et des livres démocratiques de l'homme fait. Dans l'âpre lutte contre les préjugés, succès avec le fait, succès avec le lait, dans la lente et rude élévation du faux au vrai, qui fait en quelque sorte de la vie d'un homme et du développement d'une conscience le symbole abrégé du progrès humain, à chaque échelon qu'on a franchi, on a dû payer d'un sacrifice matériel son accroissement moral, abandonner quelque intérêt, dépouiller quelque vanité, renoncer aux biens et aux honneurs du monde, risquer sa fortune, risquer son foyer, risquer sa vie. Aussi ce labeur accompli est-il permis d'en être fier. Cette fierté
est d'autant plus explicable que l'homme, nous le répétons, s'affranchit avec difficulté des opinions toutes faites qu'il reçoit de ses parents et de ses premiers maîtres. Le général Hugo, entendant un jour son fils exprimer ardemment sa foi vendéenne, se contenta de dire « Laissons faire le temps. L'enfant est de l'opinion de sa mère, l'homme sera de l'opinion du père. »